Il pensait qu'elle reviendrait toujours, jusqu'au jour où elle est vraiment partie. Pas dans un éclat de colère, pas avec des mots blessants ou des portes qui claquent. Non, elle est partie en silence, comme une marée qui se retire doucement, laissant derrière elle un rivage nu et désorienté. Et lui, pour la première fois de sa vie peut-être, a compris ce que signifiait l'impuissance. Ce moment déroutant où quelqu'un que l'on pensait à jamais proche s'efface sans bruit, comme emporté par le vent. De réaliser que tous ses efforts, toute sa confiance en lui, toute cette assurance masculine qu'il portait comme une armure, ne pesait rien face à une femme qui avait simplement décidé de ne plus jouer le jeu. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? D'un jeu qu'il croyait maîtriser, avec des règles qu'il pensait connaître, et soudain, elle change les règles. Ou plutôt, elle arrête complètement de jouer. C'est étrange comme l'ego masculin peut se fissurer silencieusement, simplement parce qu'une femme choisit de ne plus s'abandonner à lui. Pas quand elle le quitte, dans un drame spectaculaire, non, mais quand elle s'éloigne progressivement, quand ses yeux ne brillent plus en le voyant, quand ses messages deviennent de plus en plus espacés, de plus en plus neutres, quand elle ne joue plus le jeu qu'il croyait maîtriser. Carl Jung, ce génie de l'âme humaine, avait cette intuition profonde sur la psyché masculine. Il savait que l'ego de l'homme, cette partie de lui qui se croit si solide, si sûre d'elle, n'est en réalité qu'une construction fragile, une façade soigneusement élaborée depuis l'enfance, nourrie par les attentes sociales, les modèles paternels, les films, les livres, toute cette mythologie moderne qui dit à un homme qu'il doit être fort, conquérant, irrésistible. Et cette construction s'effrite particulièrement quand elle rencontre quelque chose qu'elle ne peut ni posséder, ni contrôler, ni même comprendre. Une femme qui a fait le choix de ne plus le choisir, une femme qui a simplement dit, sans le dire, que non, elle ne voulait plus de cette version de lui, qu'elle en avait assez de cette relation où elle se sentait plus comme un trophée que comme une partenaire, plus comme une conquête que comme une âme sœur. Alors, regardons ensemble ce qui se passe vraiment dans l'ombre de cet homme, qui découvre parfois trop tard qu'il n'était pas celui qu'elle voulait vraiment. Et peut-être qu'en comprenant sa blessure, nous comprendrons mieux notre propre pouvoir. L'ego masculin, mes chères auditrices, n'est pas construit pour gérer le rejet silencieux. Pensez-y un instant. Depuis leur plus jeune âge, les hommes apprennent à conquérir, à obtenir, à résoudre. Dans la cour de récréation, ils apprennent que l'insistance paye, que celui qui abandonne perd. À l'école, on leur enseigne que le travail et la persévérance mènent au succès. Dans les films qu'ils regardent, le héros finit toujours par avoir la fille, s'il se montre assez déterminé, assez romantique, assez héroïque. Ils grandissent avec cette idée que la persévérance et l'effort finissent toujours par payer, qu'il suffit d'insister, de trouver les bons mots, la bonne approche, le bon moment, qu'une femme qui résiste ne fait que tester leur détermination, que le nom d'une femme n'est souvent qu'un peut-être déguisé. Cette croyance s'ancre si profondément qu'elle devient une part de leur identité masculine. Un homme qui abandonne trop facilement, c'est un homme qui manque de caractère, de détermination, de virilité même. Mais que se passe-t-il quand cette logique rencontre une femme qui a simplement dit non dans son cœur? Pas un non bruyant, pas un non définitif prononcé avec colère, juste ce non silencieux, cette indifférence qui s'installe, cette distance qui se creuse naturellement. Il croit d'abord qu'elle joue, qu'elle teste sa détermination, qu'elle vérifie à quel point il la désire vraiment. Alors, il redouble d'efforts, il envoie plus de messages, propose plus de sorties, multiplie les attentions. Il pense stratégie là où elle pense simplement liberté. Mais petit à petit, une réalité glaçante s'impose à lui. Elle ne joue pas, elle s'est juste détachée. Et ce détachement, cette capacité qu'ont certaines femmes à couper les liens émotionnels quand elles réalisent que la relation ne leur convient pas, c'est quelque chose que l'ego masculin
vit comme une disqualification existentielle. Soudain, il ne s'agit plus seulement d'elle, il s'agit de lui, de sa valeur, de sa capacité à être aimé, de son identité même d'homme séduisant et désirable. Le non-choix de cette femme devient un miroir impitoyable qui lui renvoie toutes ses insuffisances. Si vous êtes encore là, c'est que ces mots résonnent en vous. Vous avez sans doute connu ce genre de distance, ce silence lourd de sens, où observer un homme désarmé face à une femme qui se retire. Ces dynamiques, vous les avez peut-être vécues, ou portées sans toujours les nommer. Alors si ce cheminement intérieur vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Cela nous aide à continuer à créer du contenu profond et sincère et vous permet de ne rien manquer. Car ce voyage dans les profondeurs de l'âme humaine, nous le faisons ensemble. Et chaque abonnement nous permet de consacrer plus de temps à ces explorations psychologiques qui nous aident tous à mieux nous comprendre. Maintenant, parlons de quelque chose de particulièrement troublant, cette illusion du contrôle qui habite tant d'hommes et qui s'effrite face à une femme qui s'éloigne. Jung parlait de l'anima, cette partie féminine inconsciente chez l'homme, cette image intérieure de la femme idéale qu'il porte en lui depuis l'enfance, nourrie par sa relation à sa mère, ses premières expériences amoureuses, ses rêves et ses fantasmes. Quand un homme tombe amoureux, il projette souvent son anima sur la femme qu'il désire. Il ne voit pas vraiment qui elle est, il voit ce qu'il a besoin qu'elle soit. Il voit la femme de ses rêves, celle qui va combler ses manques, guérir ses blessures, compléter sa personnalité. Il voit une muse, une déesse, une sauveteuse, selon ses besoins psychologiques du moment. Et tant qu'elle répond à cette projection, tant qu'elle joue le rôle qu'il lui a inconsciemment assigné, tout va bien. Elle se sent désirée, importante, presque magique dans sa capacité à le rendre heureux. Lui se sent vivant, inspiré, transcendé par cet amour qui semble si parfait. Mais que se passe-t-il quand elle refuse ce rôle, quand elle décide d'être elle-même plutôt que le fantasme qu'il a d'elle, quand elle exprime ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres limites, quand elle révèle ses imperfections, ses doutes, ses peurs, sa réalité humaine complexe? C'est là que naît l'obsession, parce que soudain, elle lui échappe, et tout ce qui échappe devient fascinant, devient précieux, devient indispensable. C'est un mécanisme psychologique presque automatique, documenté par tous les grands psychologues. Plus quelque chose nous résiste, plus nous le désirons. Plus quelque chose s'éloigne, plus nous lui donnons de la valeur. C'est le principe même du manque qui crée le désir. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'un désir matériel ou même sexuel. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. Plus elle s'éloigne, plus elle devient idéale dans son esprit. Il commence à idéaliser leurs moments ensemble, à magnifier chaque sourire qu'elle lui a adressé, chaque geste de tendresse qu'elle a eu pour lui. Chaque conversation devient dans sa mémoire une connexion extraordinaire. Chaque regard échangé prend des proportions épiques. Il oublie les moments de doute, les signaux qu'elle lui envoyait déjà, cette distance qu'elle mettait parfois entre eux. Il oublie les fois où elle semblait ailleurs, préoccupée, moins investie qu'il ne l'espérait. Il oublie ses propres insatisfactions, ses propres questionnements sur leur compatibilité. Dans sa mémoire reconstruite, ils étaient parfaits ensemble. Et si c'était parfait, alors pourquoi est-elle partie? Cette question le hante. Il cherche l'erreur, le moment précis où tout a basculé, comme s'il pouvait remonter le temps et réparer ce qu'il pense avoir cassé. Mais voici la vérité qu'il refuse de voir. Elle ne s'est pas éloignée à cause d'une erreur particulière. Elle s'est éloignée parce qu'elle a réalisé qu'elle n'était pas vue, pas vraiment comprise, pas vraiment choisie pour qui elle était réellement. L'obsession qui naît chez certains hommes face à une femme qui s'éloigne est en réalité l'obsession de leur propre image. Ils ne peuvent pas supporter l'idée qu'une femme ait pu les juger et les trouver insuffisants. Et puis arrive ce moment terrible.
ce moment où il comprend vraiment qu'il ne la possède plus. Oh, il n'a jamais vraiment possédé une femme, bien sûr. Personne ne possède personne, nous le savons intellectuellement. Mais il y avait cette illusion confortable, cette sensation de sécurité qui venait du fait qu'elle était là, disponible, réactive, qu'elle répondait à ses messages, dans l'heure, qu'elle souriait quand il arrivait, qu'elle participait à cette danse subtile de la séduction et de l'attachement. Il y avait cette prévisibilité rassurante dans ses réactions, cette constance dans son affection, qui lui permettait de se sentir en sécurité émotionnellement. Il pouvait compter sur elle pour être là, pour répondre présente, pour jouer son rôle dans leur histoire commune. Et puis un jour, plus rien. Elle ne réagit plus à ses tentatives d'humour avec ce petit rire complice qu'il adorait. Elle ne répond plus à ses messages avec cette petite étincelle qui faisait battre son cœur. Elle ne pose plus de questions sur sa journée, ne s'inquiète plus de ses projets, ne partage plus ses petites découvertes quotidiennes. Elle ne joue plus. Et ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la bouderie, ce n'est pas une stratégie pour attirer son attention. C'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus définitif et terrifiant. Et ce silence n'est pas un jeu, pas une stratégie, pas une manipulation. C'est une clôture, une porte qui se ferme en douceur, mais définitivement. Pour lui, c'est un tremblement de terre intérieur, parce que ce silence réveille en lui des blessures très anciennes. L'enfant abandonné qu'il porte en lui, ce petit garçon qui avait peur de ne pas être assez bien, de ne pas être assez aimable, de ne pas être assez important pour qu'on reste avec lui. Cette peur d'être ordinaire, interchangeable, oubliable. Cette peur que sa mère a peut-être inconsciemment nourrie quand elle était absente émotionnellement, ou que son père a cristallisé par son indifférence. Le rejet de cette femme devient la confirmation de tous ses doutes sur lui-même. Il réalise qu'il peut être quitté, abandonné, qu'il n'est pas indispensable. Et cette réalisation est vertigineuse, parce qu'elle remet en question toute la construction de son identité masculine. Un homme qui se respecte, un homme qui a de la valeur, un homme désirable, est-ce ce qu'il peut vraiment être abandonné si facilement? Cette question le ronge, et c'est là que commencent les regrets tardifs et la réécriture mentale. J'aurais dû lui dire que je l'aimais plus tôt. J'aurais dû être plus présent, plus attentionné, plus romantique. J'aurais dû comprendre ce qu'elle essayait de me dire. J'aurais dû. Cette litanie devient sa bande sonore intérieure. Il rejoue les scènes dans sa tête, s'invente des dialogues qu'ils n'ont jamais eus, imagine des déclarations passionnées qui l'auraient fait changer d'avis. Dans ses rêveries, il devient l'homme qu'il pense qu'elle voulait qu'il soit. Il s'imagine revenir vers elle transformé, métamorphosé par la douleur de l'avoir perdu. Il s'invente des retrouvailles cinématographiques où elle réalise enfin à quel point il a changé, à quel point il la comprend maintenant. Mais au fond de lui, il sait que c'est trop tard, que pendant qu'il fantasme sur ce qu'il aurait pu faire différemment, elle est passée à autre chose. Elle a refermé ce chapitre de sa vie et en a ouvert un nouveau, un chapitre où il n'a pas de rôle à jouer. Et cette réalité est peut-être la plus difficile à accepter pour lui, parce qu'elle signifie que sa douleur, ses regrets, sa transformation supposée, tout cela n'a plus aucune importance pour elle. Elle a continué sa vie. Sans lui, alors pourquoi veut-il revenir? Et surtout, pourquoi elle ne veut plus? La réponse est à la fois simple et complexe. Il ne revient pas pour elle. Il revient pour se réparer à travers elle, pour sauver son ego blessé, pour prouver qu'il peut encore la reconquérir, pour effacer cette sensation insupportable d'échec et d'abandon. Il revient parce qu'elle représente maintenant tout ce qu'il pense avoir perdu de sa capacité à être aimé. Dans son esprit, si elle acceptait de le reprendre, si elle lui donnait une seconde chance, alors il pourrait de nouveau se sentir désirable, valable, important. Il pourrait effacer cette marque au fer rouge que son rejet a laissée sur son amour-propre. Il pourrait se dire qu'il n'est pas si nul que ça,
qu'il peut encore séduire, qu'il peut encore être choisi. C'est un mécanisme de défense psychologique tout à fait compréhensible, mais profondément égoïste, car au fond, son désir de retour n'a rien à voir avec elle, et tout à voir avec lui. Il ne revient pas parce qu'il a enfin compris qui elle était vraiment. Il ne revient pas parce qu'il a fait le travail nécessaire pour devenir l'homme qu'elle méritait. Il revient parce qu'il ne supporte pas l'image de lui-même que son départ lui renvoie. Mais elle, pendant ce temps, a fait un travail différent, un travail d'individuation, comme dirait Jung. Ce processus par lequel une personne devient enfin elle-même se libère des projections des autres, des attentes sociales, des rôles qu'on attend d'elle. Elle a appris à se choisir, non pas par égoïsme, non pas par méchanceté, mais par nécessité vitale. Elle a compris qu'aimer quelqu'un ne devait pas signifier se nier, se diminuer, s'adapter au point de perdre son essence. Elle a compris qu'elle pouvait être généreuse et aimante, sans pour autant accepter d'être invisible, qu'elle pouvait être douce et compréhensive, sans pour autant tolérer d'être incomprise. Elle a réalisé qu'elle méritait d'être vue, comprise, choisie pour qui elle était vraiment, et elle a compris qu'avec lui, cela n'était pas possible, non pas parce qu'il était méchant ou mauvais, mais parce qu'il ne l'avait jamais vraiment vue. Il avait aimé l'idée qu'il se faisait d'elle, la projection de ses besoins sur elle, la façon dont elle le faisait se sentir quand elle était avec lui. Mais elle, la vraie elle, avec ses complexités, ses besoins, ses rêves, ses blessures, ses aspirations, il ne l'avait jamais vraiment rencontrée. Il ne l'a pas perdue à cause d'un détail, d'une dispute, d'un malentendu qu'il pourrait réparer. Il l'a perdue parce qu'il ne l'a jamais eue. Du moins, pas vraiment. Et quelque part, au fond d'elle, elle le sait. C'est pourquoi ses tentatives de retour la laissent si froide, parce qu'elle entend, dans ses mots, la même méconnaissance d'elle, le même aveuglement, la même projection. Il dit qu'il a changé, mais ces mots prouvent qu'il ne comprend toujours pas pourquoi elle est partie. Et parfois, si cet homme a de la chance, ce rejet brutal va déclencher en lui quelque chose de profond, une crise existentielle qui, pour la première fois, va l'obliger à regarder en face sa propre ombre. Jung parlait de ce moment crucial dans la vie d'un homme où il rencontre enfin sa propre fragilité, où il accepte d'explorer son besoin d'amour, son vide intérieur, ses peurs les plus profondes. Certains hommes fuient cette confrontation. Ils se précipitent vers une autre femme, une autre relation, un autre projet, n'importe quoi pour ne pas rester seuls avec eux-mêmes. Ils reproduisent le même schéma, encore et encore, sans jamais comprendre pourquoi ils finissent toujours par être abandonnés. Mais d'autres, les plus courageux, plongent enfin en eux-mêmes. Ils osent enfin se confronter à cet enfant blessé, enfoui en eux. Ce petit garçon, qui, par peur de ne pas être aimé, a bâti une armure d'ego pour ne plus jamais se sentir rejeté. Ils commencent à remettre en question leurs automatismes, leur manière d'aimer, de désirer, de projeter sur les femmes ce qu'ils n'osent pas voir en eux. Et surtout, ils s'autorisent à tomber le masque, à ne plus séduire, mais à ressentir, vraiment. Et c'est là que commence la vraie transformation, pas celle qu'ils fantasmaient pour la reconquérir, mais celle qui va leur permettre de devenir entiers, complets, sans avoir besoin de posséder une femme pour se sentir valable. C'est le plus beau cadeau que puisse faire une femme qui s'en va. Forcer un homme à se rencontrer vraiment, à devenir authentique plutôt que séduisant, à aimer plutôt qu'à conquérir, à voir plutôt qu'à projeter. Car vous savez, il y a quelque chose de profondément élégant dans la façon dont certaines femmes partent. Elles ne claquent pas la porte, elles la ferment doucement. Elles ne crient pas, elles ne reprochent pas, elles ne tentent pas de blesser en retour. Elles s'éloignent simplement, avec cette grâce particulière des femmes qui ont compris leur valeur. Leur départ n'est pas une vengeance, c'est une affirmation. L'affirmation qu'elles méritent mieux que d'être aimées à moitié,
comprise à moitié, choisie à moitié. L'affirmation qu'elles préfèrent la solitude à une relation où elles doivent se trahir pour être acceptées. C'est une femme qui a compris qu'aimer ne devait pas rimer avec se nier, qu'être en couple ne devait pas signifier perdre son essence pour correspondre aux attentes de l'autre. Elle a compris qu'elle pouvait être seule sans être abandonnée, qu'elle pouvait choisir la qualité plutôt que la quantité, qu'elle pouvait attendre celui qui la verrait vraiment plutôt que d'accepter celui qui ne fait que la regarder. Et ce choix, cette capacité à partir, à dire non, à se choisir, c'est peut-être l'une des formes les plus puissantes de l'amour de soi. Parce qu'il faut un courage énorme pour quitter quelqu'un qu'on aime quand on réalise que cet amour nous diminue. Il faut une force extraordinaire pour accepter la solitude plutôt que la demi-mesure. Il faut une sagesse profonde pour comprendre qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, qu'on ne peut pas aimer quelqu'un à sa place, son silence, son éloignement, sa capacité à ne plus le choisir. Tout cela envoie un message qu'elle n'énonce pas avec des mots, mais que ses actes crient. Je mérite d'être vue, je mérite d'être comprise, je mérite d'être choisie pour qui je suis vraiment. Et si tu ne peux pas me donner cela, alors je me le donne à moi-même. C'est ce message silencieux qui blesse tant l'homme qui se retrouve face à une femme qui s'en va. Car dans ce silence, ce n'est pas elle qui l'entend, mais tout ce qu'il n'a jamais su entendre en lui-même. Il perçoit, comme un écho brutal, ses projections mal aimées, sa peur d'aimer sans masque, son incapacité à se montrer vulnérable, sans perdre pied. Et derrière le charme qu'il maîtrisait si bien, il découvre l'enfant en lui, encore incapable d'aimer autrement que pour se rassurer. Et parfois, dans le meilleur des cas, il entend aussi un appel à devenir enfin l'homme qu'il pourrait être. Pas pour elle, elle est déjà partie, mais pour lui, et pour celle qui viendra après, si jamais il accepte de faire ce travail sur lui-même. Car voici ce qu'une femme enseigne par sa seule absence. Elle enseigne qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne voit pas vraiment. Elle enseigne qu'une relation ne peut pas survivre sur des projections et des illusions. Elle enseigne qu'aimer, vraiment aimer, c'est accepter l'autre dans sa totalité, avec ses ombres et ses lumières. Elle enseigne qu'une femme qui se respecte ne restera pas là où elle n'est pas honorée. Elle enseigne qu'il vaut mieux être seul et authentique qu'en couple et diminué. Toutes ces leçons, elle les enseigne sans prononcer un mot, juste par sa capacité à partir, à se choisir, à dire non à ce qui ne lui convient pas. Et c'est peut-être plus fort que des années de présence où elle aurait essayé de l'éduquer, de le changer, de lui expliquer ce qu'elle attendait de lui, parce que certaines leçons ne peuvent être apprises que dans la perte. Certaines prises de conscience ne peuvent avoir lieu que dans l'absence. Certaines transformations ne peuvent commencer que quand on touche le fond. Elle n'a pas voulu le blesser en partant, elle s'est simplement choisie, et c'est précisément ça qui le blesse tant, parce que son choix de se respecter met en lumière tout ce qu'il n'a pas su respecter en elle. Son choix de s'aimer révèle tout l'amour qu'il n'a pas su lui donner. Son choix de partir illumine toutes les raisons qu'il aurait dû lui donner de rester. Alors, mes chères auditrices, si ce message vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette femme qui a choisi de partir, sachez que votre départ n'est pas un échec. C'est un acte d'amour envers vous-même. Et si vous vous reconnaissez dans cet homme qui découvre ce que signifie vraiment perdre quelqu'un, sachez que cette douleur peut être le début de votre transformation. Car au fond, nous cherchons tous la même chose, être vus, être compris, être aimés pour qui nous sommes vraiment. Et parfois, il faut partir pour apprendre à l'autre ce que signifie vraiment nous aimer. Si ce voyage intérieur vous inspire, si ces réflexions résonnent en vous, alors abonnez-vous à cette chaîne. Ce chemin
vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos relations, nous le parcourons ensemble. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous évoque? Avez-vous déjà été cette femme qui s'en va, ou cet homme qui découvre ce que signifie vraiment perdre? Partagez votre expérience en commentaire, car c'est dans nos histoires partagées que nous trouvons la guérison et la sagesse.